parler, qui est le patron français de la recherche de Samsung, qui vous explique dans un article écrit il y a un an dans CB News et dans un bouquin qui est paru il y a 2 mois que l'IA n'existe pas. Et au même moment, vous avez Laurent Alexandre qui vous explique que l'IA a produit les gilets jaunes. Donc, ça devient schizo, là, hein, entre un truc qui n'existe pas et un truc qui explique un mouvement politique. Alors, je vous explique pourquoi ils ont raison tous les deux et tort à la fois. Lui, il dit que l'IA n'existe pas au sens une IA qui imiterait l'intelligence humaine. On n'a pas encore réussi à faire des véhicules autonomes qui savent se débrouiller dans une ville et interagir avec les piétons et les vélos. On n'a pas réussi encore à créer des intelligences artificielles qui raisonnent, comme l'humain. Donc c'est pour ça qu'ils considèrent que l'IA n'existe pas. Mais pourtant, c'est une discipline qui existe et qui rend des services dans un certain nombre de domaines. Il faut en voir tous ensemble juste après. De l'autre côté, Laurent Alexandre, il a tendance toujours à exagérer beaucoup de choses, et légèrement, mais surtout, en fait, lui, il a plutôt un discours qui est d'abord politique, et qui est un discours qui a du sens en intégrant l'ensemble des technologies. C'est-à-dire que c'est vrai, il est vrai que l'ensemble des technologies jouent un rôle dans l'économie, ont déplacé des emplois, ont créé des disparités entre les régions, et parfois c'est de manière extrêmement indirecte. J'aime bien donner l'exemple de la mondialisation, de la production de notre produits manufacturés. Quand on observe la mondialisation, la première action, c'est de dire que c'est les Chinois qui nous emploient. Mais si on regarde de près d'un point de vue technologique, la mondialisation est permise par la conception de systèmes d'ordinateurs qui permet d'envoyer des plans de pièces à distance à l'oublier. Elle est permise par les télécoms et elle est permise par des ports de containers qui sont des objets technologiques extrêmement sophistiqués, qui polluent certainement, mais qui contiennent beaucoup de technologie. Et les ports qui savent manipuler les containers dans les ports de containers, c'est de la technologie. Donc il y a toujours un substrat technologique, il y a des mouvements sismiques dans l'économie de ce bas monde. Donc voilà pourquoi finalement ils ont raison tous les deux d'une manière ou d'une autre, et pourquoi on est un peu paumé. Alors l'autre raison pour laquelle on est paumé, c'est très souvent la plupart des médias et des journalistes et des experts qui présentent l'IA. Alors ne photographiez pas trop ce slide-là, c'est un slide que je voudrais critiquer. Donc, ce slide-là est un mauvais slide. Ce slide-là est un mauvais slide parce qu'il a tendance à dire l'IA, c'est du machine learning, et dans le machine learning, il y a du deep learning. Et résultat, on a tout résumé avec ce truc-là. Et comme le deep learning et le machine learning ont des caractéristiques sur lesquelles on va revenir, qui sont que ce sont des systèmes qui sont des systèmes probabilistes, qui fonctionnent avec de l'apprentissage lié aux données qui les alimentent, ça permet d'alimenter beaucoup de fantasmes autour de ça. Mais la réalité, c'est que l'IA n'est pas égale au machine learning, en tant que discipline scientifique. Et je vais vous montrer comment on peut segmenter de manière un peu plus rigoureuse d'un point de vue technologique l'IA. Au départ de l'IA, il faut savoir que dans les années 50-60, il y avait toute une branche dont on parle très peu aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le raisonnement automatique. C'est l'ensemble des techniques qui permettent de raisonner de manière logique. Et aujourd'hui, le deep learning et le machine learning ne savent pas faire ça. Et pour ceux qui ont mon âge ou autour de mon âge, qui ont connu les années 80, savent que les systèmes experts étaient très à la mode dans les années 80. Et les systèmes experts, ce qu'on appelle les moteurs de règles, c'était des technologies qui permettent de gérer du raisonnement. Et comment on alimentait un système expert, un système de raisonnement? On l'alimentait avec des règles et des faits qu'on collectait auprès d'experts de manière très manuelle, c'était extrêmement laborieux, et on essayait de créer des systèmes qui faisaient de la maintenance, du diagnostic, dans la santé, dans les industries, diverses et variées, pour détecter des fraudes dans les banques, dans le monde de la finance. Et ça a démarré dans ces années-là. Il y a tout un tas de startups qui se sont créées, mais ça n'a pas vraiment explosé, mais on continue à l'utiliser. Et il y a tout un environnement de briques logicielles, ce qu'on appelle gestion de contraintes logiques, il y a tout un tas de technologies qui sont utilisées, et ça on ne vous en parle pas trop, en général, d'abord parce que c'est compliqué, c'est un champ scientifique assez compliqué et ardu à appréhender, et deuxièmement, c'est plutôt utilisé dans le monde de l'entreprise, dans des applications B2B. C'est pas très B2C. A contrario, du machine learning qui est arrivé un petit peu après, même s'il a été créé en 59 conceptuellement par un certain Arthur Samuel, un scientifique américain, le machine learning d'un point de vue technique, c'est au lieu d'utiliser un système qui raisonne avec de la logique, un peu comme quand on programme, pour ceux qui ont déjà programmé un peu, si ça, alors ça, si telle condition se réunit, alors il se passe ça, c'est ça la logique. Ça c'est ce qu'il y a là. Et le machine learning, c'est un système qui permet de faire des prédictions sur des données chiffrées, qui permet de labelliser des objets. Le truc classique, c'est trouver un chat dans une image où il y a un chat, faire des prédictions de consommation, de vente, d'évolution, de tout ce que vous voulez, même d'évolution des prix dans certains cas. Ça, c'est une courbe classique qui est utilisée par les énergéticiens pour prévoir la consommation électrique, par exemple en fonction de la température et de différents paramètres. Et pour que ça marche, ça,
on a besoin de données d'entraînement. Et on utilise toujours les données du passé pour entraîner les systèmes. Les données du futur, on ne les a pas, donc on prend les données du passé, et on essaye de faire en sorte que le système soit capable de reconnaître un objet, de prédire la valeur future d'une donnée à partir des données du passé. Et d'ailleurs, ça génère un énorme problème qui enquiquine tout le monde aujourd'hui, ce qu'on appelle le biais des données. Le problème du biais des données, c'est quand on entraîne un système avec les données du passé, eh bien, si les données du passé sont ou incomplètes, ou représentent un passé insatisfaisant, il va reproduire l'insatisfaction dans le futur. Exemple ultra classique, qui est connu des connaisseurs, Amazon qui a découvert en novembre dernier que leur système de recrutement et de filtrage automatique de CV, qui était basé sur une technique de machine learning, défavorisait les femmes dans les métiers techniques où elles ne sont que 5%. Pourquoi? Parce que le biais statistique qui était qu'il n'y avait que 5% de femmes était renforcé par le logiciel qui disait oui, dans 5%, bon, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on va garder pas beaucoup. Et donc ça faisait perdurer une situation qui était insatisfaisante. Et donc, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils doivent toujours se poser la question de savoir si les données d'entraînement de l'application IA correspondent à un passé qui est souhaitable. Et si le passé n'est pas souhaitable, il faut le modifier dans les algorithmes pour que ce qu'on va produire pour le futur soit acceptable. Alors, dans le machine learning, il y a un truc particulier qu'on appelle les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ce sont des objets mathématiques, des objets logiciels, qui reproduisent de manière extrêmement approximative le fonctionnement des neurones biologiques, d'un cerveau de n'importe quel type, un mammifère ou humain. Mais c'est vraiment très approximatif. Quand on dit qu'on fait un réseau de neurones, on n'a pas pris un cerveau humain, on l'a découpé en tranches, on l'a mis dans l'ordinateur. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les systèmes les plus sophistiqués d'aujourd'hui, on met l'équivalent d'1 milliard de neurones qui eux-mêmes représentent 1 millier de la complexité d'un neurone biologique. Et dans un cerveau humain, il y a 85 milliards de neurones et il y a 615 trillions de connexions entre les neurones. Donc on est très très loin du cerveau humain dans la capacité à reproduire ça en une machine. Puis après, il y a des problèmes de sens et de captation. Et dans les réseaux de neurones, il y a un cas particulier qui s'appelle le deep learning, et en français on appelle ça l'apprentissage profond. C'est une discipline qui est relativement nouvelle, c'est la seule qui soit réellement nouvelle. Les réseaux de neurones, ils ont été inventés par 2 Américains en 1943, avant même l'invention du premier ordinateur. Mais les premiers réseaux de neurones opérationnels, fonctionnels, typiquement pour reconnaître des images, ils sont apparus dans les années 80, et la discipline a réellement explosé depuis à peine une dizaine d'années. Et grâce à quoi? Grâce à l'arrivée de processeurs spécialisés qu'on appelle les GPU, notamment ceux de NVIDIA, qui sont des processeurs qui accélèrent les calculs, notamment pour reconnaître des images. Et c'est pour ça que cette discipline a explosé récemment, et c'est pour ça que le deep learning fait fantastique tout le monde. Parce qu'on a une puissance machine, on a de la data pour entraîner ces systèmes. Alors la grande question que je me suis posée en termes de vulgarisation, c'est comment distinguer ces 3 trucs-là. Et en fait, j'ai trouvé la martingale, la recette miracle pour les distinguer. C'est le petit truc que j'ai mis en dessous en vert. En fait, on passe du machine learning au réseau de neurones puis au deep learning en fonction de la complexité des données qu'on veut exploiter. Donc si par exemple, vous avez un tableau Excel avec 3 colonnes et vous voulez prédire la 3e colonne en fonction des 2 colonnes précédentes, c'est du machine learning, c'est des mathématiques assez basiques, et donc on a peu de dimensions. En gros, c'est de 1 à 5 à la 10. Si vous avez beaucoup plus de dimensions à gérer, par exemple, vous voulez prédire le prix d'un appartement en fonction des, je sais pas, des 40 paramètres qui décrivent un appartement. C'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de variété dans l'information, et donc on va passer à des réseaux de neurones qui vont permettre de segmenter le prix de l'appartement avec des méthodes magiques que je ne vais pas vous décrire, qui permettent de prédire le prix d'un appartement. Et quand vous voulez reconnaître une image, qui est un des cas les plus compliqués qui soit pour une IA, il faut savoir qu'une image, même à basse résolution, parce que c'est comme ça que c'est utilisé dans l'IA, c'est 50 000 pixels. C'est pas beaucoup 50 000, vos téléphones il faut 20 millions de pixels aujourd'hui. 50 000 pixels en couleur, c'est x3, c'est 150 000 paramètres, qui vont de 0 à 255 en général. Donc vous passez de 5 paramètres à 150 000, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a des réseaux de neurones très compliqués, profonds, qui ont plein de couches et plein de neurones. C'est juste ça le truc. Donc la différence entre le machine learning et le deep learning, c'est simplement qu'il y a la complexité de la donnée qu'on utilise. Et on fait des choses merveilleuses avec. Voilà. Alors il y a un autre truc dont personne ne parle, évidemment, c'est que supposons que vous vouliez créer un chatbot en tant que spécialiste. Vous voulez créer un véhicule autonome, vous voulez créer un robot, en général, il va utiliser tout ça. C'est très rare qu'il y ait un produit qui utilise une seule des techniques qui sont ici. Je mets le cas des véhicules autonomes. Un véhicule autonome, il a des capteurs pour comprendre ce qu'il y a autour de lui. Donc il a des caméras. Les caméras, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont connectées à des réseaux de neurones profonds qui vont détecter les objets dans l'environnement, détecter des piétons, d'autres véhicules, lire les panneaux de circulation, etc. Donc ça, c'est de la vision. Mais il y a le code de la route.
Le code de la route, c'est des règles qui sont statiques. Les règles, elles sont gérées ici. Alors, si vous vouliez apprendre le code de la route avec un réseau de neurones, vous prendriez une voiture et vous la faites conduire un peu au hasard dans Paris, et vous observez les autres conducteurs pour en déduire le code de la route. Manque de bol, si vous faites ça à Paris, vous n'aurez pas de code de la route. Et d'ailleurs, dans quasiment toutes les villes du monde, sauf peut-être chez les Suisses ou certains Américains, vous n'aurez pas le code de la route, vous aurez les pratiques de conduite des conducteurs dans une ville donnée, ou à Naples, ou à Bombay, ou n'importe où. Donc, vous êtes bien obligé d'alimenter ce système avec les règles préexistantes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le savoir humain. Le savoir humain, il est là, et le savoir empirique, il est capté par les données avec ces méthodes-là. Autre exemple qui permet de bien comprendre la différence entre un savoir d'origine humaine et un savoir qui vient d'une machine. Supposons que vous utilisiez un système d'apprentissage profond pour détecter des tumeurs cancéreuses dans une radio. C'est une des applications qui est souvent mise en avant, qui est dans le monde de la santé, qui marche très bien et qui est fantastique. Mais il faut savoir que cette détection, elle vient de données d'entraînement qui sont des radios qui ont été déjà taguées à la main par des radiologues, spécialistes de leur discipline. Et donc en fait, quand on dit que l'intelligence artificielle à base de deep learning est très intelligente, en fait elle n'est intelligente que parce qu'elle fonctionne en s'appuyant sur l'intégralité du savoir humain d'un domaine donné. Mais au même titre que votre mémoire est limitée et Wikipédia contient plus d'informations que vous pouvez accéder dans votre mémoire. Donc en fait, c'est la consolidation du savoir humain qui est utilisée par ces systèmes-là. Ça ne vient pas de nulle part. Le système d'analyse de radio, il n'a pas inventé que ça c'était un cancer de ceci et ça c'est tel type de cancer. Ça vient du savoir humain qui est du jour derrière. Alors il se trouve que pour faire marcher tout ça, on s'appuie toujours sur ce qu'on appelle des réseaux d'outils-agents ou des réseaux d'agents, et c'est la couche qui est au-dessus qui va orchestrer tout le bazar. Alors tout ça pour dire un truc qui est très très important, c'est que l'IA aujourd'hui, dans les entreprises qui l'utilisent, c'est de l'artisanat. Ça nécessite d'intégrer ces différentes briques techniques qu'il faut comprendre les unes après les autres. Et en fait, un des plus gros savoir-faire dans l'IA, c'est un savoir-faire d'intégration. C'est-à-dire que créer un réseau de neurones qui va reconnaître une image, ça c'est du standard. On le trouve, il y a des bibliothèques de code qui sont disponibles. Par contre, intégrer ça dans un système du genre des trois qui sont là, ça c'est plus compliqué, parce qu'il faut intégrer plein de briques différents, et c'est un savoir-faire. Et je vous dis ça parce que ça va avoir une importance par rapport aux applications dans le domaine des médias, vous verrez la chute de mon histoire. Alors, maintenant, j'aime bien comparer l'état de l'art d'aujourd'hui de l'ensemble des technologies numériques avec le cerveau humain. Donc j'ai pris un humain, que j'ai mis ici, et j'ai comparé ça avec des techniques existantes. Alors en vert, j'ai mis tous les cas de figure où la machine nous dépasse. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'une calculatrice qui existe depuis à peu près 71-72 calcule plus vite que n'importe quel humain. Un tableur arrivé en 79 et déployé avec la micro-informatique à partir des années 80, vous mettez 3 lignes, 4 colonnes, vous êtes paumé. D'ailleurs, beaucoup de gens font leur business plan dans les startups, ils comprennent plus qu'il y a dedans, et après il y a des chiffres qui déconnent et ils ne s'en rendent pas compte. Donc le calcul, on est foutu, c'est terminé. Vous êtes déjà battu par les machines. Et ça n'embête personne. Hein. Les experts comptables, ça fait 40 ans qu'il y a des tableurs et ça ne les a pas empêchés de travailler. Deuxième exemple, votre mémoire. Alors, Wikipédia, c'est plus de 10 teraoctets. Votre mémoire à vous, c'est 1 gigaoctet. J'ai fait le calcul. Hein. J'ai pris une personne de 80 ans qui a bien vécu, qui écrit et qui lit comme un malade comme moi, et à la fin, vous retenez 1 gigaoctet. À la fin de votre vie. C'est que dalle. Hein. 1 gigaoctet, c'est une petite clé USB de rien du tout aujourd'hui. Donc votre mémoire, elle est déjà dépassée par celle des machines. Sauf que votre mémoire, elle est associative. Alors que la mémoire des machines, elle ne l'est pas. Vous mettez 10 teraoctets Wikipédia dans une machine, il ne va pas savoir faire les liens entre les sujets. Alors que nous, on sait relier les liens entre pas encore pour l'instant, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Les jeux de société, on est battu depuis longtemps. Hein. Depuis le jeu de Go, il y a 3 ans. Le poker aussi, on est battu par la machine avec le poker depuis 2017. Le jeu de dames, c'est depuis 59. Le jeu d'échecs, c'est depuis 96. Le Go, j'ai déjà dit, c'est 2016. Donc on est battu, c'est foutu. La vision, c'est un peu entre les deux. On a, dans les domaines très spécialisés, les ordinateurs nous dépassent, typiquement comme les radios où il faut analyser des niveaux de gris très fins. Par contre, on a encore un petit avantage, c'est nos caméras. Nos deux yeux, c'est 200 millions de pixels en couleur. Les caméras aujourd'hui qui alimentent les réseaux de neurones, c'est 58 pixels. Donc on a encore cet avantage de la résolution et aussi de l'angle de vue. Alors il y a tout un tas de domaines où là on est un peu break-even. Le domaine de la conduite, parce que c'est compliqué, il faut gérer l'ambiguïté. Le domaine du raisonnement spécialisé, ça marche plus ou moins bien selon les métiers, selon la capacité à capter les connaissances des experts, comme vous prenez qu'on a depuis 35 ans. Et puis il y a tout un tas de domaines où la machine a beaucoup de mal. Et pourtant ça marche. C'est ça le paradoxe. C'est que vous prenez par exemple la maîtrise du langage.
quand vous parlez à un chatbot par écrit ou à un agent conversationnel comme ceux de Google et d'Apple et d'Amazon, ils vous comprennent une fois sur deux. Et souvent, ils ne savent pas gérer les ambiguïtés. Pourquoi? Il y a une raison très simple, c'est un, ils ne comprennent rien à ce que vous leur dites, il faut savoir. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas le sens de ce que vous leur dites. Ils transforment tous les mots de vos questions en des chiffres, compris de 1 à 60 000, qui est à peu près la taille d'un dictionnaire de mots dans une langue donnée. Et après, ils comparent des vecteurs de mots. Donc ils font des raisonnements mathématiques sur des chiffres, en fait. Donc ils ne comprennent rien. Il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de raisonnement. Et donc c'est la limitation. Alors ça marchote plus ou moins bien. Il y a des cas où ça marche, des cas où ça marche moins bien. Et on est encore en deçà des capacités humaines. Par contre, un système de traduction automatique qui maîtrise 40 langues, évidemment, il sera meilleur que vous. Par contre, il ne sera pas aussi bon qu'un professionnel qui est parfaitement bilingue, anglais-français. Et là, le système de traduction automatique, il ne marchera pas forcément très bien. Et puis il y a deux domaines où on est, trois domaines où la machine, pour l'instant, n'arrive pas à notre hauteur. Il y a le raisonnement généraliste. Donc c'est MacGyver, c'est se débrouiller à résoudre des problèmes compliqués dans la vie de tous les jours. Le deuxième, c'est avoir des émotions, parce que les ordinateurs ne sont pas biologiques, hein, ils n'ont pas d'hormones, ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de vie sexuelle, donc il n'y a pas d'émotions. Par contre, les machines savent détecter les émotions. C'est-à-dire que les machines savent détecter les apparences extérieures des émotions. Une caméra qui vous filmerait tous, de dire voilà ceux qui écoutent, ceux qui sont attentifs, ceux qui s'embêtent, ceux qui dorment, ceux qui sont dans leur téléphone. Ça, c'est possible. Par contre, la machine ne saura pas dire ce que vous pensez. Pourquoi toi tu souris, par exemple? Je sais pas, moi je ne peux pas sourire, mais tu peux sourire, par exemple, il est con, sourire parce que c'est rigolo, et la machine, elle ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas lire dans les pensées. Et puis, dernier point, c'est un truc un peu bête, c'est pour les robots, l'agilité physique. Alors là, c'est une catastrophe. L'agilité physique des robots, c'est une catastrophe, pour une raison assez simple, d'ailleurs, qui est chimique et mathématique. C'est qu'un robot, c'est alimenté par l'électricité. Une batterie d'un robot, ça dure 1 heure. Nous, si on mange bien le matin, on peut tenir une journée largement, si c'est pas plus. Par ailleurs, un robot, ça a, dans le meilleur des cas, une trentaine de moteurs. Et nous, on a 700 muscles. Donc, foutu le robot. Bon, le problème, c'est que le robot, lui, il fait des tâches répétitives et il peut jouer le rôle d'esclave, alors qu'un homme fait moins. C'est moins courant d'avoir des hommes esclaves. Donc voilà. Et bilan énergétique, hein, très important. Hein. Le bilan énergétique des machines, il est complètement nul. Hein. Il faut savoir que la densité énergétique d'une batterie, c'est 50 fois plus faible que la densité énergétique de la graisse qu'on accumule dans notre corps, ou même les glucides qu'on accumule dans le foie. Donc on a le vivant a une capacité énergétique qui est bien meilleure que n'importe quelle batterie de pour l'instant. Donc ça permet de relativiser les choses, si vous voulez, selon les domaines. Alors le paradoxe, évidemment, c'est que tout ça, ça évolue. Tout ce que je vous ai décrit comme étant en deçà des capacités humaines évolue régulièrement. Le raisonnement généraliste, on n'y est pas encore, mais il y a des gens qui travaillent dessus. La maîtrise du langage, ça s'améliore malgré le fait que les techniques de traitement du langage sont des succès d'années du traitement du langage humain, parce qu'il n'y a pas de symbolique derrière le traitement du langage. Et la partie qui est en bas, c'est plus des problèmes de physique que des problèmes de logique. C'est des problèmes de chimie, ici, et là c'est des problèmes d'analyse d'environnement avec de l'ambiguïté. Et voilà, donc c'est des domaines où ça avance pas forcément extrêmement vite. Le paradoxe, c'est que malgré tout, on fait des choses extraordinaires avec tout ça. C'est vrai de plein de sujets, hein. Il y a plein de domaines où les techniques sont balbutiantes, mais elles rendent des services. Et c'est le cas du en général. Alors là, je vous montre un exemple de ce qu'on fait dans le traitement d'image aujourd'hui. On est capable, avec une image, le truc classique des chats et des chiens, on est capable de détecter qu'il y a un chat ici. Et là, on peut être capable de détecter plusieurs animaux à un endroit donné. On est capable même de les détourer au pixel près. Et on est même capable de détecter des objets en 3D sur une image en 2D, avec des réseaux de neurones et du deep learning. Donc on fait des choses assez intéressantes. Et ça rejoint ce que je vous disais avant, c'est que l'IA est la plus performante dans le traitement d'image, beaucoup plus que dans celui du langage, en termes de gradation. Autre exemple, et je pense qu'il y a un rôle à jouer dans le journalisme, même si ce n'est pas le rôle le plus courant, c'est l'analyse des images, notamment dans l'imagerie aérienne. L'imagerie aérienne, elle est captée soit par des satellites, soit par des avions, soit de plus en plus par des drones. Et on fait des choses extraordinaires avec. Première chose qu'on peut faire, avec ce qu'on appelle l'analyse multispectrale, on est capable de photographier des champs dans le monde entier, et on est capable de déduire les maladies qu'il y a sur les plantes, on est capable de déduire le rendement à venir d'un champ de blé ou d'un champ de maïs, on est capable de vérifier qu'ils sont bien arrosés, soit naturellement, soit artificiellement, on est capable de récupérer une quantité d'informations assez dingue. Par exemple, aujourd'hui, avec des satellites, la CIA peut prédire la récolte de blé de l'Ukraine, juste en analysant les images. Ça, c'est faisable aujourd'hui. Et les logiciels d'IA permettent de faire ça encore plus efficacement qu'on faisait avant.
Autre exemple que je trouve extraordinaire, d'un point de vue à la fois médiatique, journalistique et financier, il y a une société américaine qui fait ça, ils sont capables d'analyser l'ombre des cuves de pétrole dans le monde entier, et ils en déduisent la consommation d'énergie fossile dans les pays, notamment ceux qui ne publient pas leurs indices économiques de manière très transparente, et comme la Chine ou des pays comme ça, et donc ils en déduisent l'activité économique des pays, et vous savez que parce qu'il s'est utilisé, c'est pas utilisé par les journalistes aujourd'hui pour l'instant, mais c'est utilisé en fait par les hedge funds dans la finance, pour prédire l'activité économique de pays, là où les indices économiques sont pas publiés. Alors, le traitement du langage, je disais tout à l'heure, c'est un domaine où il y a des progrès énormes, malgré le fait qu'on est en deçà de ce que permet de faire l'homme. Là, vous avez tout un cas de figure qui sont ultra connus, je ne vais pas vous raconter, c'est des choses que vous avez dans votre téléphone, qui sont courantes. Mais il faut savoir que dans le traitement du langage, il y a également beaucoup d'outils qui sont utilisés plutôt dans le monde des entreprises et parfois dans le monde des médias, qui jouent un rôle aussi important, même s'ils ne sont pas forcément très carrés. Alors, j'en ai quelques-uns ici. Évidemment, vous avez des moteurs de recherche spécialisés. Il y en a beaucoup dans le domaine juridique, par exemple. Vous avez l'extraction de données. Il y a des outils à base de réseaux de neurones qui sont capables de trouver des données pertinentes dans un texte. Par exemple, combien de fois une personne est citée, extrais-moi tous les noms de pays, tous les noms de personnes, tous les noms de politiques, tous les noms de ceci, tous les noms de cela, et à partir de là, on peut faire des statistiques. Vous avez l'analyse de sentiments dans l'analyse de texte. Ça, c'est utilisé dans le marketing et la com. Ça fait des années qu'on fait ça. Alors au départ, on le faisait de manière assez bourrine, sans utiliser l'IA. Et maintenant, avec une technique plus moderne de traitement du langage, on fait ça de manière plus sophistiquée pour analyser les émotions des internautes vis-à-vis des marques ou de produits spécifiques. Vous avez les techniques de résumé automatique. Par exemple, quand je produis moi des bouquins de 500 pages, ça pourrait peut-être servir. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche très bien, mais et ça pourrait servir. Alors, moi j'ai une idée d'application que je propose aux gens qui pourraient le faire. C'est des outils qui débouchitiliseraient les communiqués de presse, par exemple. Parce que dans un communiqué, j'en reçois plein, j'en reçois, je sais pas, 50 communiqués de presse par jour. Un communiqué de presse, en général, dans 2 pages, il y a 5 lignes utiles, en général. La question, c'est lesquelles. Donc, pour faire gagner du temps aux journalistes qui reçoivent des communiqués de presse, il faudrait faire un logiciel qui est capable d'extraire directement tout ce qui est intéressant et d'en faire la synthèse. Voire d'éliminer les redondances entre plusieurs communiqués. Et puis, dernier point, tout à l'heure, ça a été cité, c'est effectivement la génération automatique de texte. Bon, ça marche pas plus ou moins, mais c'est assez efficace pour générer des textes très structurés. Donc, dépêche d'AFP, les grandes agences de presse aujourd'hui génèrent avec ce genre d'outils des dépêches sur des données structurées, donc sportifs, résultats météo, sportifs, financiers. Ce sont des choses qui sont classiques. Alors, ce qu'on fait en général, c'est que quand on veut qu'il y ait un côté humain dans le communiqué de presse, on commence d'abord par le générer de manière automatique, et après, éventuellement, un journaliste va rajouter un peu de valeur anecdotique dans le communiqué qui va au-dessus de la couche automatique de création de phrases structurées standard autour du contenu. Alors si on décortique un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui dans le traitement du langage, le cas plus classique, c'est les chatbots. Donc c'est quand vous écrivez sur un messenger dans Facebook à une marque, donc l'analyse du texte, c'est éventuellement traduit, on trouve la réponse. Alors en général, c'est complètement con, hein. Il y a des bases de questions-réponses, des facs, et le système essaie de trouver dans votre question la question équivalente à votre question, qui est dans une base de questions, ça fait un rapprochement, et ça vous donne la réponse. Ça, c'est les modèles très basiques. Les modèles plus sophistiqués sont capables de faire des choses un peu plus élégantes, sont capables de faire de l'entraînement dit avec renforcement, donc qui permet par exemple d'améliorer la qualité de la sélection des réponses en fonction de la manière dont les clients y réagissent. Donc ça c'est intéressant et ça se développe. Autour de ça, il y a la voix, donc il faut transformer la voix en texte, puis après dans l'autre sens, transformer le texte en voix, et là ça devient l'agent vocal. Et ça c'est Alexa, Amazon Alexa ou ses équivalents. Et donc il y a plein d'acteurs qui sont derrière, et puis vous avez aussi des boîtes qui font des choses intéressantes. Il y a des boîtes qui font que du traitement de la voix, pour faire de la voix artificielle. C'est un domaine d'ailleurs qui est encore pas très bon, quoi. Les voix artificielles s'améliorent de jour en jour, mais on reconnaît encore une voix artificielle. Vous avez aussi des boîtes qui sont capables d'analyser les émotions dans la voix. Alors ça, j'aimerais bien l'utiliser, par exemple, pour un journaliste, pour détecter les mensonges dans une interview, savoir à quel endroit la personne a menti dans une interview, ce serait rigolo, on pourrait le faire avec ça. Et c'est pas une application courante, mais c'est techniquement possible. Et puis vous avez une autre boîte qui fait un truc très bien, qui s'appelle Allomedia, qui est française. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient les dialogues au téléphone avec les agents dans les call centers pour alimenter une base de CRM, pour récupérer tous les mots-clés et toutes les conversations, pour améliorer la connaissance du client, ça c'est pour le papier, et pour, par exemple, alimenter des facs ou alimenter des bases de connaissances sur les incidents qui se produisent, sur quel sujet, et donc analyser les textes de manière intelligente. Donc ça fait pas mal de monde. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc qui n'existe pas encore, et qui est rigolo. C'est un
C'est un projet américain, vous allez voir. J'espère que ça va marcher. The new Amazon Echo has everyone asking Alexa for help. Alexa, what time is it? What the hell is wrong with this blasted thing? Amanda! But the latest technology isn't always easy to use for people of a certain age. These kids have bought me a busted machine, Ken. Oh, yes, sir. That's why Amazon partnered with AARP to present the new Amazon Echo Silver, the only smart speaker device designed specifically to be used by the greatest generation. It's super loud and responds to any name even remotely close to Alexa, so they can find out the weather. Allegra, what is the weather outside? It is 74 degrees and sunny. Huh? It is 74 degrees and sunny. Where? Outside. What about it? And featured to help you find things. Emilia, where did I put the phone? The phone is in your right hand. And it has an feature for long rambling stories. So then I gave him $5, and he said I only gave him $1. Uh-huh. I said, I know I gave you a $5. Uh-huh. Because I only had a $5 and a $1 on me. Uh-huh. And this is the $1 right here. Uh-huh. So, I mean, you get... Alors vous rigolez, mais Google a intégré cette fonction dans Duplex, dans une démo qui a été faite 1 an et demi après cette vidéo. Donc en fait la fiction a inspiré les développeurs de Google. Ça c'est marrant d'un point de vue du process. Alors, d'autres exemples de petits trucs marrants qu'on fait avec le traitement du langage. J'ai découvert ce bouquin tardivement, mais qui a été écrit en 2008 par deux gars dont un est devenu prix Nobel, à Thaler. Et le nudge, c'est toutes les techniques marketing utilisées pour orienter le comportement des consommateurs, entre autres, ou des électeurs. Et donc, j'ai retrouvé ce texte en lisant le bouquin qui dit que ce serait bien si des systèmes à base d'IA vous préviendraient dans le cas où ce que vous écrivez dans un mail est un peu injurieux et vous mieux se calmer. Quoi. Donc, le truc classique qui vous dit, votre petite fée qui vous dit, il faudrait pas l'envoyer tout de suite, il faut réfléchir un petit peu avant. Eh ben, ça c'est 2008, à l'époque on ne faisait pas beaucoup de traitement du langage. Eh ben, c'est arrivé chez Google, ils ont créé une extension de Chrome qui vous dit This email is getting pretty negative. Bon, il faut être con pour pas le voir soi-même, mais bon. Et après ils sont mis carrément il y a 1 an à développer ce truc qui s'appelle Smart Compose, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est dispo en français. Hein. C'est un système qui remplit vos mails à votre place. So the name suggests ça pourrait servir aux articles aussi. We use machine learning to start suggesting phrases for you as you type. All you need to do is to hit tab and keep auto completing. In this case, it understands the subject is Taco Tuesday. It suggests chips, salsa, guacamole. It takes care of mundane things like the addresses so that you don't need to worry about it. You can actually focus on what you want to type. Donc la prochaine version, c'est pour écrire l'article automatiquement. Mais bon. Et ça serait valable uniquement pour ceux des journalistes qui écrivent tout le temps la même chose. Qui se répètent, quoi, qui ont des phrases types, qui ont tendance à... en fait, quand on est journaliste très spécialisé, parfois on a tendance à ressortir les mêmes infos. Et donc si ça retrouve des patterns de phrases automatiquement, ça peut faire gagner du temps éventuellement. Alors, dans le domaine des médias, il y a plein d'usages possibles de l'IA, je ne vais pas les citer tous, et je vais citer surtout ceux qui intéresseront les producteurs, les créateurs de contenu. Je ne vais pas regarder tout ce qui se passe en diffusion et en monétisation. Il y a plein de trucs qui sont possibles avec l'IA. Alors souvent, avec une boîte à outils assez disparate, qui n'est pas bien intégrée, toute belle, toute propre sur un bureau de travail, mais on peut faire des choses extraordinaires pour détecter les signaux faibles en analysant plein de données. On pourrait potentiellement mieux rédiger des dépêches, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les résumés on a vu. Le cadrage et le montage dans la vidéo, je vais vous montrer un exemple, c'est assez marrant. Le sous-titrage automatique, c'est basique mais c'est très utile. Vous avez l'analyse et les métriques sportifs. Il y a de plus en plus d'applications qui sont en train d'apparaître dans le domaine du sport qui vont analyser, avec du traitement d'image, tout ce qui se passe dans un match de tennis, un match de foot, et qui vont vous dire machin a couru là, il a envoyé la balle là, et qui vous font le commentaire automatique pour préparer le commentaire après qui va diffuser sur Internet. J'ai trouvé aussi des boîtes qui font l'accompagnement musical automatique. Aussi bien pour une vidéo de news que pour une pub ou n'importe quoi. Ça détecte le montage et ça détecte ce qu'il y a dans une image, et à partir de là, ça vous propose un globi-boulga de musique qui est plus ou moins bon selon ce qu'on veut en faire. C'est la musique d'ascenseur, comme on dit. Vous avez le big data d'enquête complexe, donc par exemple, vous analysez les papers de Panama, là, ou des Wikileaks, vous avez des tourneaux de mails et d'informations qui viennent de plein d'endroits. Comment vous faites pour analyser ça? On fait du data journaliste, et l'IA peut éventuellement servir à analyser tout ça. Après, il y a la diffusion. Donc ça, c'est moins le rôle des journalistes, c'est plus le rôle des
des médias eux-mêmes. On peut augmenter l'impact des contenus en fonction du ciblage. On peut modérer les commentaires de manière semi-automatique pour détecter ce qui est illégal dans certains pays. On peut détecter les fake news, on verra tout à l'heure comment éventuellement c'est possible. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles de ce côté-là. Alors le problème qui se pose dans le métier du journalisme et du métier des médias, c'est que tout ça, ça n'est pas off the shelf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc IA pour journaliste avec une application qui fait tout pour l'instant. C'est en pièces détachées. Le Google Mail qu'on a vu tout à l'heure, c'est très très disparate sur le marché aujourd'hui. Alors quelques exemples dans la vidéo. Il y en a un qui est très ancien, et d'ailleurs tout à l'heure on en parlera. Weebit, c'est censé générer automatiquement des montages vidéo pour des news, et tout à l'heure on en parlera. Je vous montre un petit produit qui est un produit grand public, donc qui est arrivé au CES cette année, et qui fait de la captation vidéo automatique, et ça va se développer énormément. Et vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est un exemple. Le principe, c'est que c'est de la captation d'image, et ça permet de détecter la danseuse ici, alors c'est un choix esthétique que vous apprécierez ou pas, et qui permet de cadrer automatiquement, et de suivre les mouvements. Donc ça c'est pour de la vidéo très active, ça peut s'appliquer au sport, mais la boîte qui est à côté, qui est Sony, elle fait la même chose en B2B pour de la formation. Elle est capable de capter un formateur, de capter là où il envoie le doigt, donc par exemple il y a des slides, il met le doigt, et il va être capable de faire un zoom là où le doigt est pointé. Et il va faire un montage automatique de l'information. Donc ça, c'est intéressant pour la production de contenu dans certains contextes. Ça peut être intéressant pour les conférences également, pour produire ce genre de contenu. Alors il faut savoir que beaucoup de ces outils-là, ils sont disponibles en briques techniques, à bas niveau, et de manière assez standard. Amazon, parmi d'autres acteurs, fournit toute une ribambelle d'outils d'analyse de vidéo. Donc ils ont tout ce qu'il faut, analyser ce qu'il y a dans une image, comment ça évolue dans le temps, analyse des visages, reconnaissance des visages, détecter un type d'activité. Et donc, dans le cas des news, dans le cas de l'exploitation de grosses bases de vidéos, genre Alina par exemple, ou pour un diffuseur, c'est extrêmement intéressant de pouvoir exploiter toutes ces données-là de manière efficace. Donc il y a beaucoup d'outillages qui commencent à arriver sur le marché. Autre exemple, c'est une boîte anglaise, irlandaise, créée il y a 8 ans. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent l'écho dans les médias des contenus et des thèmes pour aider les rédactions à choisir les bons thèmes qui ont un écho. Alors, c'est un peu un système qui se prend à la queue, parce que bon, si vous ne faites que ce que les gens veulent entendre, vous n'êtes pas très créatif forcément, mais ce sont des outils qui commencent à apparaître sur le marché depuis au moins quelques années. Autre exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de détection des émotions. Eh bien, vous avez une société française qui aujourd'hui est partenaire d'IBM, qui est une sorte de start-up qui s'appelle Datacalam. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de détecter les émotions apparentes d'un consommateur, d'un lecteur, d'un consommateur de contenu, en analysant le visage et en analysant éventuellement en complément des données biométriques. Vous savez, une montre qui va capter pas l'attention, mais qui va capter le battement cardiaque, qui va actuellement capter le stress avec la résistance de la peau. Et en mélangeant toutes ces données, ils sont capables de faire des corrélations entre le contenu qui leur est diffusé. Alors en fait, avec IBM, ils bossent sur l'efficacité des sites de commerce en ligne. Mais ça pourrait marcher sur des contenus et des médias aussi, ou une série de télé, ou n'importe quoi à la télévision. Et donc, ils vont aider à trouver le moyen d'améliorer le contenu émotionnel. Alors après, c'est ça, ça peut être utilisé par des politiques aussi. Non, mais ça veut dire qu'ils ont des cobayes. C'est-à-dire qu'ils ne font que sur des cobayes qui sont consentants. Parce que accepter de mettre une montre qui mesure tout et une caméra devant vous quand vous regardez un truc à la télé ou un site web, c'est pas pour tout le monde. C'est fait pour des échantillons, comme pour Médiamétrie, pour l'analyse des audiences. Alors, on va passer au domaine des fake news. C'est le gros sujet, je crois, Eric est passionné par ce sujet. Alors, les fake news, elles excitent beaucoup les gens parce que depuis 3 ans, c'est à peu près depuis 3 ans, on a vu apparaître des systèmes à base de deep learning qui sont capables de faire des choses extraordinaires et de créer des visages artificiels. Alors, ça, c'est le travail d'origine qui a été fait par l'université de, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, j'ai oublié, Stanford, là. Et c'est les débuts de cette technique. Ça, c'est donc 2016. Cette technique, en fait, elle consiste à capter un visage, à capter tous les rictus du visage, et les inscrire sur un autre visage. Donc ça, c'est juste l'image. Donc, visage. Maintenant, vous avez cette fameuse vidéo qui a été répliquée à l'envi dans plein d'autres cas de figure et personnages. Vous la connaissez sûrement, c'est la fameuse vidéo Fake Connard. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle est assez réaliste, mais elle a été très compliquée à réaliser. C'est ce qu'on voit dans la description de la BBC.
Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job, or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being. La grande question, c'est est-ce que ça va devenir quelque chose de commun? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on l'aura dans un téléphone, dans une appli standard? On voit apparaître des applications qui semblent être capables de faire ça, mais en règle générale, il faut savoir que quand l'application le fait très simplement, le résultat est quand même pourri. Pour faire un résultat de qualité, ben c'est comme les effets spéciaux au cinéma. Hein. On peut faire des effets spéciaux dans un jeu vidéo, mais c'est mieux au cinéma. Ben là, c'est pareil. Ce qu'on aura dans nos téléphones sera toujours un petit peu en deçà de ce qu'on fait quand on le fait à la main, avec de la qualité et du traitement. Donc la grande question qui se pose, c'est comment on va résister à ça et comment on va résister à les fake news. Alors, juste une petite boutade, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit rarement des vidéos de Trump dans ce cas-là. Il ment déjà assez. Alors en fait, ma réponse est de dire que c'est déjà un fake président, il n'y a pas besoin de faire une fake vidéo, donc c'est con, mais il en existe quand même en fait. Mais comme les Américains qui développent ça, ils sont en Californie en général, qui est un État démocrate, ils ont tendance à dire Trump on s'en fout, on rêve d'Obama qui était longtemps avant et tout, quand on avait un vrai président. Et donc voilà. Alors ça devient un gros sujet. Et alors récemment, il y a une actualité qui a été chahutée, puisqu'il y a une fausse vidéo de Zuckerberg qui est apparue. C'était juste pour voir si Zuckerberg allait policer un peu plus les réseaux sociaux, alors que juste avant, il y avait une fausse vidéo de Nancy Pelosi, qui est la patronne des démocrates au Congrès américain, et il n'avait pas bougé le petit doigt, a priori, ou quasiment pas. Donc c'est le sujet d'actualité. La grande question, c'est comment on détecte les fake news. Alors je me suis intéressé à la question il y a quelques mois, et je me suis rendu compte que les travaux de recherche qui sont très très denses dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, eh bien les chercheurs en fait, ils travaillent sur la détection de fake news en s'intéressant beaucoup plus à ce qu'on appelle les métadonnées qu'au contenu lui-même. C'est-à-dire qu'ils regardent de très très près d'où viennent les infos, qui les propage et qui les diffuse d'abord et qui les propage ensuite. Donc c'est le fameux buzz dans les réseaux sociaux. Et en fait, avec des bons apprentissages, on est capable d'analyser ces données-là et d'en déduire, en fait, que c'est une fake news. Donc l'exemple classique, c'est que si vous voyez une vidéo bizarre d'un personnage connu, mais qu'elle n'est pas sur le journal de France Télévisions ou de TF1, et qu'elle n'arrive que sur des sites conspirationnistes, le rating ne va pas être très bon, si vous voulez. Si par contre l'image circule partout, elle a été reliée par les grands médias, elle va avoir un taux de crédibilité qui va être meilleur. Pareil pour ceux qui vont eux-mêmes propager l'info. Donc un truc retweeté par Trump, par exemple, c'est pas très fiable. Et donc là, il y a énormément de gens qui bossent là-dessus. Et c'est assez phénoménal. Ça, c'est juste des exemples d'articles de chercheurs. Je ne sais pas si vous devez faire la photo, mais il va réussir à capter ça. Donc en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir, avec des IA, détecter ce que l'IA a créé comme fake? Soit une fake vidéo, soit un texte faux. Alors, analyser un texte qui est faux, c'est pas trivial, c'est plus par les entités nommées, par la propagation, c'est plutôt par ce genre de méthode qu'on va détecter que le texte est faux. Mais on voit apparaître des solutions marrantes, par exemple Adobe vient de sortir une solution à base d'IA qui est capable de détecter qu'une image a été photoshopée. Bon, ça ne sert pas qu'aux news, hein, ça sert pour les journaux de mode ou les stars qui sont très photoshopées dans les photos. Donc voilà, ça c'est de l'IA, c'est basé sur du deep learning avec un bon apprentissage. Maintenant, je vais vous montrer qu'en fait, avec l'IA, il y a des fake news, et on s'en rend même pas compte, et ce n'est pas des fake news fabriquées de manière compliquée avec de l'IA. Il y a des fake news simplement parce qu'il y a des gens qui racontent des salades. Et je vais vous en montrer deux exemples. Est-ce que vous avez déjà vu le fameux chien de Boston Dynamics? Je vais vous le montrer. Ce chien qui ouvre la porte, là, vous allez voir, ça fait peur. Hein. Le chien est têtu. Ça, c'est dans les labos de cette boîte qui est à Boston, comme son nom l'indique, qui appartient au japonais SoftBank Robotics. Donc, vous allez voir le type, d'ailleurs, il tire la queue, il empêche de passer, il tire la queue. Hop, il reprend le truc, paf, il ressaisir la poignée. C'est impressionnant, hein. Là, attendez la chute, vous allez voir. Et il va réussir à ouvrir la porte. Donc il y a plein de démos comme ça chez Boston Dynamics. Alors il y a un petit détail, c'est que j'ai vu ce chien à Paris il n'y a pas longtemps, c'était il y a 1 an, dans une conférence. Mon truc qui ne marche plus, là. J'ai plus de batterie, donc j'ai une télécommande de la clé. Et donc, voilà.
Donc ça, c'est le chien en vrai dans une conférence à Paris il y a un an. Bon, sauf que la démo, on a vu la même démo à peu près sur le salon, enfin sur cette conférence, et on s'est rendu compte qu'en fait le chien était téléguidé par un gars avec une aime de jeu Xbox. Donc on fait le A-O avec le. Bon, alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait faire des choses extraordinaires aux chiens et à tous ces robots qui sont juste avant là, qui sautent en l'air, qui font des sauts périlleux arrière, qui font des trucs extraordinaires, mais en fait on ne sait pas intégrer la volonté dans le chien, on ne sait pas lui dire ce qu'il faut faire. Donc on est obligé de le faire à la main pour l'instant. Un jour ça changera peut-être, mais pour l'instant, on fait ça à la mano. Donc en fait, on ne sait pas intégrer l'intelligence empirique humaine qui prend des décisions complexes en fonction des situations. On est obligé de téléguider. Bon. Alors la question, c'est jusqu'où ça ira, et là c'est difficile d'y répondre pour l'instant. Autre exemple de Pipo, c'est ce fameux robot. Vous avez sûrement entendu parler dans les médias depuis 2 ans. Sophia de Ensemble Robotics, c'est une boîte qui est basée à Hong Kong ou Singapour, créée par un Américain, qui à l'origine était spécialiste des effets spéciaux dans les films de science-fiction. Donc lui, il faisait des animatronics, comme on dit dans le cinéma. Et donc, il présente ce robot dans plein d'événements, c'est passé à la télé aux États-Unis, un peu partout, et cette femme robot parle, et elle est capable de mener une conversation qui a l'air crédible avec n'importe qui. Sauf que c'est entièrement truqué. C'est l'équivalent d'un tour de magie. Les discussions sont prescriptées à l'avance. Et ça, c'est les spécialistes de la robotique qui vous le disent. Donc en fait, il faut savoir que dans l'IA, il y a des fake news sur ce que l'IA est capable de faire. Mais c'est vachement important. Donc parfois, on est induit en erreur par l'exagération des performances. Mais c'est vrai dans toutes les technos. Parfois, on vous dit qu'on guérit ceci, on guérit cela, alors que ce n'est pas le cas. Et ben, c'est le cas aussi. Alors, juste pour la petite anecdote, cette femme robot a obtenu la nationalité en Arabie Saoudite, la citoyenneté, avant que les femmes aient le droit de conduire. On voit les priorités dans le pays. Et c'est avant qu'il coupe en rondelle un journaliste aussi. Autre exemple, et qui là relève d'une intelligence humaine qui mériterait d'être améliorée. Vous avez ce journal, ce site en ligne que je ne connais pas, c'est digital, qui vous écrit un joli article qui dit « Un ordinateur quantique est capable de casser ». Alors ça, c'est du chinois pour vous, et ça veut dire pour vous, toute la crypto sur Internet est morte aujourd'hui. Ben, c'est embêtant quand même, c'est-à-dire, ça c'est un algorithme RSA qui disait pour qui? Pour le commerce en ligne, pour la sécurité de vos mails, tout est basé là-dessus. Donc ça vous dit, c'est la fin des haricots. Bon, alors, quelle est la méthode qu'on utilise quand on s'appelle Olivier Zarati ou un journaliste sérieux? Je ne suis pas journaliste, mais on essaie de voir d'où ça vient. Donc on cherche l'article américain qui a servi d'inspiration à l'article français. Parce qu'en général, un truc comme ça, c'est toujours une traduction d'un truc américain. Eh ben, l'article américain, il dit coude. Et c'est devenu casse. Après, une fois qu'on est là, on cherche l'article d'origine du chercheur. Et là, on tombe sur un truc de 23 pages, imbitable, écrit par des chercheurs, avec l'algorithme qui est là. Et en fait, le truc, il dit, voilà comment le faire. Et quand on regarde en détail, ça dit que ça dure 8 heures, il faut 20 millions de qubits. Et aujourd'hui, c'est ma passion d'aujourd'hui qui est l'ordinateur quantique. Les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, c'est pas 20 millions de qubits, c'est 20. Et c'est pas 8 heures, c'est 100 millisecondes. Microsecondes, le temps de stabilité. Donc en fait, on est encore à des années et des années de le faire. Donc voilà un exemple classique qui est important en politique, dans les sciences, dans les technologies. Et ça nécessite beaucoup plus que de l'IA. Ça nécessite d'avoir 2 niveaux de profondeur d'analyse des contenus et de la jugement intellectuelle, et malheureusement, tout le monde l'a pas. Autre exemple qui est très intéressant, quand IBM a lancé Watson en 2012-2013, ils ont énormément communiqué à cette époque-là sur le fait que Watson allait guérir le cancer. Et donc ils disaient oui, c'est déployé dans les cliniques aux États-Unis, ça fait du diagnostic, ça propose à la place du cancérologue le traitement, ça vous dit voilà, vous avez le choix entre mourir tout de suite en bonne santé ou mourir plus tard mais avec une condition de vie moins bonne, et vous avez le choix, c'est ce que IBM Watson faisait. Ben, il vient d'abandonner. IBM vient d'abandonner ce truc-là parce qu'en fait ça ne marche pas. Parce qu'ils gèrent tellement d'informations et c'est tellement une information qui est tellement mal structurée qu'ils n'arrivent pas à le faire fonctionner. Ils ont investi 4 milliards de dollars en achetant 4 boîtes pour le faire, ça ne marche pas. Bon, c'est juste pour dire que c'est compliqué de dire. C'est très compliqué, ça nécessite beaucoup d'R&D, ça ne marche pas toujours, mais comme toute la recherche, comme dans tous les domaines scientifiques, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, donc ça veut dire qu'il faut y aller calmement, étape par étape, et surtout choisir des sujets qui ont un impact positif pour la société. On pourrait dire que là, ça en a rien en théorie. Alors, autre truc important, comment on valorise les contenus de qualité? Parce qu'aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup des fake news, et moi j'aime bien valoriser ce travail qui est piloté par Frédéric Lioux, qui vient de faire qui était visiting professeur à Stanford pendant 2 ans, qui est revenu en France, et lui il a travaillé sur un logiciel qui a vocation à devenir open source, qui vise en fait à détecter les informations de qualité, plutôt que détecter des fake news, pour faire en sorte que derrière des modèles économiques se mettent en place pour valoriser les contenus de qualité par la curation, par la modération, etc.
Donc voilà une manière positive d'utiliser le deep learning dans le contexte de la propagation des contenus. Alors, je vais terminer avec 2 ou 3 points. C'est bon là, ça va? Oui, oui. Un point important, c'est d'abord on se calme sur l'IA. Parce que l'IA, c'est pas le truc fantasmagorique, le discours de Laurent Alexandre ou d'autres experts. C'est prosaïquement assez incomplet, c'est pas parfait, ça marchote plus ou moins selon les cas de figure. Ça marche très bien pour l'image, mais ça marche beaucoup moins bien pour les autres domaines. Et surtout, c'est avant tout une boîte à outils. Et donc, la réaction que nous, professionnels de quelque métier que ce soit, devrons avoir par rapport à ça, c'est de s'adapter aux boîtes à outils qui évoluent. Mais au même titre que vous êtes adapté au mobile assez rapidement en général, vous êtes adapté à la micro-informatique, pour ceux qui l'ont connu dans les années 80-90 quand il est arrivé, il y en a qui sont nés avec, dans le biberon, mais ceux qui ont découvert la micro-informatique dans le courant de leur vie professionnelle, bah, ils s'y sont adaptés. Et ce n'était pas forcément évident. Avant, on avait une dactylo, une secrétaire pour les cadres dans les entreprises, maintenant on fait tout soi-même, on se débrouille soi-même. Donc il y a eu des changements dans la vie des gens. Bon. Donc avant tout, il faut prendre l'IA comme une évolution de la boîte à outils logicielle qui est dans les mains des professionnels. Dans certains cas, ça nous rendra plus productifs, dans d'autres, ça nous rendra plus malins, dans d'autres cas, ça nous permettra d'être plus fins dans l'analyse des données, mais ça n'a pas forcément vocation à remplacer tous les métiers. Deuxième point, c'est pas magique. C'est très compliqué. C'est-à-dire que toute démonstration qui vous est faite d'un truc magique, en général, il ne faut jamais oublier que quand on vous montre une IA a fait machin truc, ça vous l'avez vu des dizaines de fois dans la presse, on oublie toujours de dire que c'est 15 personnes qui ont bossé 2 ans, qui ont merdé 40 000 fois avant de réussir à faire un truc qui marche. Exemple classique, vous avez sûrement vu ça, des IA qui sont capables de faire de la peinture, vous savez. Donc qui mélangent des styles de peintre avec des photos. Bah, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les réseaux génératifs. Et les gens qui l'ont fait, ils ont galéré parce qu'en fait, ils ont testé plein de trucs, il y en a plein qui ne marchaient pas, et ils vous montrent que celui qui marche. On appelle ça le biais de la confirmation. Voilà. Donc, on a des biais dans l'analyse des performances parce qu'en fait, on vous cache tout ce qui a été fait, tout le boulot qu'il y a derrière. Et donc, derrière, il y a eu de l'intelligence humaine. C'est pas le truc qui est sorti de nulle part, l'IA qui est toute seule à inventer un truc. Troisième point, et ça, c'est une problématique qui va se poser pour tous les métiers de toutes les professions, vraiment dans tous les domaines. C'est qu'en fait, les briques d'IA, il y en a tellement qu'on est en train de passer d'une étape de l'histoire de l'IA où on ne savait pas trop quoi en faire, à une étape où il y a tellement de possibilités qu'on est plutôt dans une problématique de choix. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, je vais par exemple raisonner au niveau de l'entreprise. De l'IA, on peut en mettre dans la RH, dans le marketing, dans la finance, dans la production, dans la relation client, dans la communication. Dans tous les métiers d'entreprise, on peut mettre de l'IA. Après, on n'a pas un budget infini pour déployer tous les projets. Donc on fait des choix sur ce qui marche le mieux, ce qui a le meilleur impact business, et ce sera vrai aussi pour les médias de ce point de vue-là. C'est du bricolage. C'est ce que je vous racontais avant, le truc qui marchote, ça marche pas toujours très bien. On vous montre un truc qui marche, mais en fait, il marche comme la démo de l'iPhone en 2007, c'est-à-dire que c'était branlant, et en fait, quand vous regardez derrière, c'est pas scalable, c'est pas fait pour être répliqué forcément à l'infini. Et ça dépend des cas de figure. Et il faut beaucoup d'esprit critique pour les détecter. Le dernier point, les compétences sont rares. C'est-à-dire que pour créer des solutions, bah, il faut des compétences, il faut des développeurs, il faut des architectes, il faut des boîtes de services, il faut des éditeurs logiciels. Et en fait, les compétences, elles vont dépendre des métiers. Les compétences, en fait, on en a beaucoup dans les métiers où il y a beaucoup d'argent. Donc, devinez où il y a de l'IA, dans le marketing, dans la finance, dans les transports, dans la santé. Et les médias, c'est plutôt un peu plus bas dans la liste. Il y a moins d'argent dans les médias, surtout dans la partie rédactionnelle dans les médias. Donc, l'argent dépend un peu de ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le marché, la réalité du marché des startups, c'est que le marché des startups n'est pas si attirant que ça dans le domaine des médias. Moi, je suis les startups de l'IA depuis à peu près 3-4 ans. Et j'ai observé plein de startups qui se lançaient en disant « je fais un truc pour les médias ». Et comme les médias est un marché qui n'est pas extraordinaire, paf, ils vont dans le marketing. Ils changent de marché vertical, ils passent au marketing, ou un domaine où il y a plus d'argent que dans les médias. Le traitement du langage, je l'ai dit, c'est pas facile. Ça évolue, ça s'améliore, mais c'est pas facile. Le raisonnement automatique, alors là, on n'a pas avancé en 10 ans. Et on est toujours coincé par ce truc-là. Le sourcing des données, c'est vachement important. Pour avoir des données bien entraînées, pour aussi bien vous aider à écrire automatiquement que pour faire des calculs dans tous les sens, bah, il faut de grosses bases d'entraînement, et toutes les organisations ne sont pas structurées pour faire ce genre de choses correctement. Et puis, j'ai découvert un truc intéressant en analysant l'univers des startups. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'innovations qui justement venaient d'autres secteurs d'activité que celui des médias, mais qui pouvaient avoir un rôle pour les médias. Exemple, vous avez des boîtes, par exemple, Checker, c'est une boîte qui a été créée aux États-Unis. C'est une boîte qui ne sert qu'à vérifier les références
des recrues pour le recrutement. Donc c'est une application de RH, de DRH. Mais vérifier les références d'une personne, ça peut être très utile pour un journaliste, potentiellement. Autre exemple, détecter les mensonges d'une interview. Ben ça, c'est un système qui analyse le visage. On en a parlé tout à l'heure. Recherche d'interlocuteurs, c'est pour trouver des compétences. Vous avez des systèmes de credit rating. Donc, par exemple, vous faites une interview d'une boîte, mais vous ne savez pas dire si cette boîte elle est en bonne santé financièrement, etc. Vous avez envie de savoir si la boîte elle est stable, combien elle a levé d'argent, etc. Eh ben, si tu peux le faire avec un outil qui va t'aider, à base de deep learning, ça peut être intéressant. L'extraction de communiqué de presse, j'en parlais tout à l'heure, j'en rêve, parce que ça me permettrait de gagner du temps. Il ne faut pas oublier un autre truc, parce que je vous disais tout à l'heure, il y a après l'outillage, et l'IA, c'est de l'outillage. Eh bien, à force de parler d'IA, on oublie un truc qui est une réalité du terrain, c'est que beaucoup de gens, dans tous les métiers, journalistes et autres journalistes, ne savent même pas utiliser des outils extrêmement basiques. Genre, par exemple, la règle de 3. Vous connaissez la règle de 3? C'est la notion de proportion. Combien de fois dans un article on a vu des millions qu'on fait avec des milliards ou réciproquement, je ne parlais pas des trillions, c'est encore plus compliqué. La recherche de précision, comment trouver une information précise grâce au moteur de recherche. Comment scraper des sites web. Parfois, moi je fais ça dans mon activité, je scrape des sites web en entier pour récupérer de la data structurée. Et bêtement, comment utiliser, analyser des données correctement. Et ça, dans le data journalisme, c'est extrêmement important. Donc en fait, il y a un enjeu général dans toutes les professions. C'est pas simplement d'avoir peur de l'IA, d'imaginer que l'IA va détruire tout, c'est de savoir utiliser les outils d'aujourd'hui comme les outils de demain qui sont en train d'apparaître, et l'IA en fait partie, au même titre que tout ce qu'on a connu depuis 40 ans dans l'informatique. Voilà. Et ma petite conclusion, c'est le leadership comme le journaliste, c'est l'art de poser les bonnes questions, et donc pour tous ces sujets-là, la principale compétence dont on a besoin dans les médias, c'est de se poser tout le temps des questions, toujours des interrogations, toujours être un peu méfiant. Et la méfiance, c'est encore une intelligence humaine. Merci beaucoup. Merci Olivier. Tu es un homme passionné et passionnant. Voilà, j'essaye. Avez-vous des questions? Bon, j'ai des copains, ils m'appellent la machine, donc c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir ici. Avez-vous des 800 questions, pages de mais des bouquins par an. questions simples, hein, parce que là, c'est Non, vrai mais qu'on même est des passé questions par compliquées, on est passé par des sujets un peu complexes, etc. Mais au moins, ça nous a permis de comprendre ce que c'était que l'intelligence artificielle, ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était à moitié vrai, à moitié faux. Avez-vous quelques questions? Yes. Attendez, j'ai un micro. Bah justement, je suis là pour me... Déjà, merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez le projet Avatar 2045? Celui-là, non, c'est quoi? Alors, le projet 2045, Avatar, c'est un projet qui a